Notre acte 2, vous le savez, c'est notre pièce de théâtre. Alors, je n'ai pas vu Geneviève. Ah. Donc, je vais dire à Geneviève, merci, mais je lui redirai. Et je vais surtout lui dire ce que j'ai évoqué avec deux d'entre vous dans le couloir. Ce travail qui va être représenté dans une version très brève, il ne faut pas regretter que ce soit comme ça. Pourquoi? Parce que je prends l'engagement devant Geneviève et devant tout qu'à un moment donné, quand cette cochonnerie sera maîtrisée, on refera la pièce dans de bonnes conditions, peut-être pas la meilleure, avec des partenariats, parce que les points de vue que vous avez développés avec les alumni qui sont derrière qui vont être excitantes, et toutes celles qui n'ont pas pu venir puisqu'on avait un numéro de sécurité, c'est un point de vue des femmes sur les bords, c'est un coup d'œil qui est assez disruptif. J'ai revu la pièce en entier hier soir tard, et il est hors de question qu'on ne le valorise pas, qu'on ne le porte pas plus tard. Ce qu'on disait avec Sabine, c'est que quand c'est pas le bon timing, c'est pas le bon timing, c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Donc voilà, j'espère que ça vous enlèvera la frustration, et merci encore à celles qui se sont collées à la répétition dans des conditions compliquées. Je suis sûre que ça sera très bien. Donc je vous rappelle pour les raisons de sécurité qu'on a bien écarté les fauteuils. Voilà, ne vous embrassez pas même si vous vous aimez, c'est comme ça en ce moment, on s'aime avec le cœur. Voilà. Et puis le troisième acte, c'est la remise de nos certificats par votre marraine, et finalement j'ai décidé, et par Anne Navez, voilà. Je l'ai vu et je me suis dit c'est elle qui va les remettre. Pourquoi? Parce qu'on le fait en duo, pour que ça soit plus dynamique et plus sympa. Et ça permettra à moi de citer les noms, parce que sinon j'ai toujours un petit peu de mal. Je me dis bien, cette fois-ci je vais me terminer. Voilà. Donc merci encore à celles qui se sont mobilisées, pas seulement ce soir, mais pendant les ateliers. Et on a de très beaux projets définis pendant le brainstorming pour la poursuite du collectif. Et je suis sûre qu'il y en a plusieurs là qui vont pouvoir contribuer, donc Christine Anne par exemple, sur les questions d'achat, de mandat et tout ça. On a développé de belles choses. Alors notre acte 1. Peut-être que je pourrais avoir le PowerPoint ou je ne vois pas s'il y avait. Ah, d'accord. Bah, écoute, ça fait rien, on va faire 100. On va faire 100, et s'il peut être prêt au moment où on met les certificats pour qu'on voit la tête non masquée de nos participants, ça serait cool. Ça donne un petit peu de temps. D'accord? Ça marche. Parler d'activisme. Vous avez identifié tout au long de votre formation, même si on en a fait une bonne partie en dessous, et vous avez vraiment été hyper sérieuse et résiliente avec les violences. Il faut que vous sachiez, mesdames, que je les ai fait travailler sur ce sujet. Pourquoi? C'est un sujet qui était un micro-sujet de la gouvernance et qui est en train de devenir plus un macro-sujet de la gouvernance, un peu comme la RSE, ça qui est intéressant, fait partie des changements. Ça fait sans doute 5 ans que je m'intéresse à l'activisme, que je vois des signaux faibles, de moins en moins faibles, et de plus en plus forts. Et c'était un petit peu le sens de l'exposé que j'ai fait le 3 juillet. Avant le Covid, tout pensait à croire que l'année 2020, pour les assemblées générales, allait être mais sachez que c'est vrai dans les autres pays d'Europe, allait être une année assez exceptionnelle en termes d'activisme actionnaire. Encore faut-il définir ce mot, ce que je ne vais pas faire. Peut-être que Caroline a envie de le faire, si elle a envie de le faire. Je vais switcher tout de suite et reprendre le mot avec lequel je suis plus à l'aise, puisque je considère, et c'est une posture politique, qu'en France, l'activisme est nécessaire. C'est un projet de système qui ne touche pas assez vite, qui ne touche pas suffisamment, notamment le verticalisme qu'on parlait, le côté assez masculin, la résistance au changement, bref. Et donc j'ai tout de suite parlé d'engagement actionnarial qui est la version quotidienne. Même si on sait, et on est écouté, qu'il y a parfois des choses un peu plus rares, c'est finalement très rare en France.
transport, hein, on n'est pas au pays du Far West. L'activisme est très vertueux, et pour moi vertueux, au sens où il fait bouger les choses, au sens où il demande qu'on s'aligne sur des règles de gouvernance qui existent, qui sont la plupart, mais de moins en moins, d'ordre de la soft law, donc il faut effectivement pousser pour que ça soit appliqué, c'est pas comme pour ça tout le monde. Et puis, troisième plan, bien qu'on soit lié, c'est un activisme sociétal. Alors, ça peut être sur le réchauffement climatique, ça peut être sur la mixité, ça peut être sur les droits de l'homme, avec le pouvoir de vigilance, mais très clairement, un certain nombre d'actionnaires, d'investisseurs, que ce soit la Caisse des dépôts de consignation, que ce soit BlackRock, que ce soit les agences de notation comme le Proxinvest, poussent dans le même sens. Et ce que j'ai trouvé très intéressant cette année, et on va voir ce que ça donnera l'an prochain, et là aussi je vais poser la question à Caroline, quelle est ta vision là-dessus? Je pense qu'ils ont réussi à questionner, malgré les conditions très particulières des AG, à utiliser l'art du questionnement. Je pense au FIR avec les questions envoyées au CAC 40 et les réponses obligatoires et engageantes du public. Donc ça va être intéressant de voir un peu ce que ça donne. Et il y en a vraiment beaucoup. On va prendre total pour ne citer plus, il y en a d'autres. Donc l'art du questionnement est quelque chose qui peut-être paru de manière moins évidente, qui m'a pourtant sauté aux yeux, est-ce que vous direz, c'est qu'ils ont fait des alliances, des fameuses stratégies d'alliance, et que ça leur a permis de peser. Et là encore, il me semble que c'est quelque chose qui n'est pas très français, qui est en train de bouger. Ils comprennent que chacun avec leur posture, à son investissement, une agence de notation, peuvent porter la même chose et effectivement peser davantage auprès du dirigeant, de l'administration, de l'AG, de même que, même si on focus sur les AG, comprendre qu'on fait de l'engagement national de l'activisme tout au long de l'année, même si l'AG est censé être le point d'ordre, et c'est un questionnement. Mon dernier mot, mais là je suis plus en mode point d'interrogation. Vous savez que je fais du lobbying, je m'intéresse au e-lobbying, c'est-à-dire au lobbying qui est fait sur les réseaux sociaux pour alerter l'opinion publique, comme lanceur d'alerte, et finalement forcer un gouvernement à prendre une décision qu'il n'aurait peut-être pas pris, pas tout de suite, pas du tout. Eh bien, je fais un parallèle entre le e-lobbying et ce que je vais appeler un e-activisme. Alors, je mets encore beaucoup de guillemets parce que peut-être que je vais dire complètement. Mais moi, il m'a semblé que cette année ont été un peu utilisées. Voilà, une lettre de dénonciation à l'AMF qui d'habitude allait à l'AMF et postée sur les réseaux sociaux. Des lettres à des dirigeants ont été postées sur les réseaux sociaux. Des questions sur les réseaux sociaux. Donc, c'est encore ténu. C'est mon dernier signal faible. Je me demande dans quelle mesure il ne va pas y avoir du e-activisme qui fait sortir complètement du champ. Je ne vais pas dire normal, je vais dire classique, au sens habituel, traditionnel, de l'engagement actionnarial de l'activisme qui reste au sein de l'entreprise. Alors, là, j'ai dit beaucoup de choses, mais c'est parce que je voulais présenter un peu les contenus de ce qu'on avait abordé et te permettre de réagir. Je vais donner la parole d'abord à Caroline, puisqu'elle est davantage, bien qu'elle soit sensible aux aspects sociétaux et écologiques, je n'en dis pas. Elle est davantage dans sa posture, elle va se développer sur la gouvernance classique. Et donc, avec tout ce que j'ai dit, j'espère que ça t'a donné des idées en plus des tiennes pour voilà, rebondir, me dire que j'ai tort, voir ce que tu as constaté, expliquer aussi ce que tu fais, puisque tu as développé des activités incluses et on ne l'a pas abordé en cours parce que c'est encore. Parce que je voulais aussi laisser une surprise, c'est encore assez rare en France. Voilà, il y avait la pionnière, Colette, avec la dame, Colette de Ville, et c'est quand même Caroline. C'est aussi le contentieux ou la place de contentieux. C'est aussi un moyen de. Voilà, Caroline. Caroline, tu fais la même chose qu'à Sabine. Qui es-tu? D'abord,
Bonjour à tous, merci d'être présente. Et un petit peu mon cheminement qui va permettre de justifier, de légitimer mes propos, notamment sur l'activité actionnariale, et que je vais vous définir et vous expliquer un petit peu où on en est. Donc moi, rapidement, j'ai un parcours universitaire. Ensuite, j'ai travaillé pour la Solor américain à IG. J'étais en charge de toutes les questions de responsabilité des dirigeants et de gouvernance sur l'Europe. J'ai par ailleurs travaillé avec le ville. Je suis aujourd'hui membre du conseil d'administration de Valor. Et enfin, j'ai été mandataire social dans un groupe familial, sans faire partie de la famille, investi dans l'Italie de Bruxelles. Donc finalement, j'ai à un certain moment de ma vie eu la chance d'avoir un panorama quasiment, un panoptique complet de ce qu'est la gouvernance, de ce qu'est l'exercice du pouvoir dans une entreprise, et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui dysfonctionne. Et aujourd'hui, donc, mon activité, c'est de conseiller des actionnaires minoritaires, des actionnaires majoritaires, parfois des dirigeants, sur deux sujets fondamentaux. D'une part, la question de la gouvernance, et puis par ailleurs, sur des conflits majoritaires-minoritaires que certains qualifient d'activisme. Et ça me permet du coup de vous donner un début de définition derrière ce mot qui est devenu, qui a été saisi par les médias. Donc, une fois que la terme est saisi par les médias, il devient de façon contre-intuitive très opaque. Pour moi, l'activisme, ce n'est rien d'autre que l'exercice par des actionnaires minoritaires qui ne cherchent ni à devenir majoritaires, ni à prendre le contrôle de l'entreprise, des droits que la loi leur reconnaît en contrepartie du risque social qu'ils ont accepté de courir. C'est une définition agnostique qui est extrêmement juste parce qu'aucun activiste ne pourra être en défaut par rapport à cette définition. Et pourquoi il est important de partir de cette définition neutre? Parce que je pense qu'elle est enveloppante et elle permet de prendre en compte tous les comportements activistes. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et je ne cherche pas particulièrement à prendre la défense de la cause activiste, mais j'aurais tendance à m'inscrire dans les convictions de Viviane. Derrière un comportement activiste, il peut y avoir des comportements vertueux et des comportements qui se révèlent ne pas être vertueux. Au même titre qu'un actionnaire majoritaire peut défendre l'intérêt social ou peut ne pas aller dans le sens de l'intérêt social, comme le dirigeant aussi peut avoir de mauvais biais. Donc une fois qu'on a cette posture-là, on réalise que finalement l'activisme, c'est un comportement nouveau. Pourquoi? Parce que la place de Paris n'est pas uniquement, c'est vrai en Europe, c'est moins vrai aux États-Unis, mais depuis des années, je dirais depuis à peu près 40 ans de capitalisme, on est habitué à ce que les actionnaires minoritaires n'élèvent pas la voix. C'est-à-dire que c'était un mode de fonctionnement, et en fait la seule contestation visible des actionnaires minoritaires dans les sociétés cotées, c'était essentiellement de vendre leurs actions lorsqu'ils n'étaient pas contents, parce qu'ils étaient en rupture notamment avec la gestion des mandataires sociaux à qui ils avaient confié le pouvoir. Et là où les choses ont évolué de façon assez insidieuse, effectivement, ces comportements nous viennent des États-Unis, ce qui pose un énorme problème sociologique, on en reviendra, c'est qu'avec le temps, il y a une sorte d'un point de vue purement sociologique, il y a une classe d'actionnaires minoritaires qui a émergé et qui s'est développée en mettant en avant des éléments qui étaient tout à fait nouveaux. Des gens très compétents, des gens ayant les moyens, et ayant l'ambition d'influencer l'entreprise et le futur de l'entreprise. Ce qui véritablement définit, à proprement parler, l'activiste. L'activiste est un actionnaire, encore une fois, minoritaire, qui ne cherche absolument pas à devenir majoritaire, à prendre le contrôle, ce qui permet vraiment de distinguer l'activisme de toute forme de prise de contrôle dans une entreprise, c'est pas le propos, et qui va chercher à exercer en revanche une influence sur l'entreprise. Et pourquoi? Parce qu'il va considérer finalement que l'entreprise n'est pas au mieux de sa performance, qu'il y a des deltas de création de valeur qui sont potentiellement présents. Il va donc faire sauter des verrous, et en faisant sauter des verrous, il va libérer de la valeur, et il va considérer que cette valeur devrait en principe profiter à tous les actionnaires, notamment minoritaires. C'est ça le parti pris. À partir du moment où on est sur cette définition, après on peut adhérer ou ne pas adhérer. Il y a effectivement des fonds activistes qui ont des postures et des actions qui vont dans le sens de l'intérêt social. Il y en a d'autres qui sont en rupture, mais je dirais que ce n'est pas parce que certains ne vont pas aller dans le sens de l'entreprise que pour autant il faut jeter l'opprobre sur le mouvement activiste en tant que tel. C'est un sujet qui effectivement était un micro-sujet de place, qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs années, finalement, peu d'entreprises étaient la cible de ces fonds activistes, qui pour la plupart, la grande majorité, sont anglais et américains. Et puis, je dirais, le seuil de cible a diminué, et aujourd'hui, on peut considérer qu'aucune entreprise n'est immune. Toute entreprise cotée peut potentiellement
être challengé par un actionnaire minoritaire qui va avoir un comportement activiste. Ça, c'est la première évolution. Et la deuxième évolution qui est très significative et que l'on voit se dessiner, je dirais, ces 3 dernières années, ces 4 dernières années, c'est que la place est devenue très agnostique. Je m'explique. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, parler d'activisme, c'était comme roter à table. Aujourd'hui, si vous voulez, l'activiste est complètement absorbé par l'écosystème. Les activistes, d'ailleurs, ont fait un effort considérable de communication. Vous allez voir qu'ils sont de plus en plus présents. Ils acceptent des interviews, ils acceptent de participer à des tables rondes parce qu'ils ont compris qu'il était important de communiquer sur leur posture et sur la manière dont ils voulaient accompagner les entreprises à être plus présents. Et du coup, avec le temps, on voit bien que finalement, ils se sont quelque part institutionnalisés. Et cette institutionnalisation, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'en s'institutionnalisant, ils ont ouvert la porte à des alliances, les fameuses alliances dont parlait Viviane. Il y en a certaines qui sont emblématiques. Une qui a été très marquante parce qu'elle a été assez contre-intuitive, c'est le dossier Telecom Italia, où la caisse des dépôts italienne est allée, entre guillemets, prêter main forte à Elliott, qui est un des fonds quand même activistes, d'abord les plus connus et les plus contestés, ou sur lesquels il y a quand même parfois certaines réserves, pour contrer Vincent Bolloré dans ses tentatives de monter en puissance dans le groupe. Donc c'est une très bonne illustration d'alliances qui sont assez improbables. Il y a un dossier absolument remarquable qu'on peut suivre à ce titre-là, qui est le dossier Lagardère, évidemment un canicole, où là, encore une fois, le fonds Envers Capital, fonds activiste, créé par Joseph Boulian, qui est monté dans le capital il y a plus de 5 ans. Donc quand on dit que les fonds activistes sont court-termistes, je n'adhère pas. Il y a des fonds activistes court-termistes, il y a des actionnaires activistes, des actionnaires individuels qui sont court-termistes, qui font des allers-retours en 6 mois. Mais pour certains, ils vont rester longtemps, ils vont monter au capital, et puis ils vont amener la direction. D'abord, ils vont dénoncer soit des mauvaises performances, soit des gouvernances qui sont déviantes, et puis ils vont essayer d'amener petit à petit l'entreprise à céder. Et dans le cas de Lagardère, c'est très intéressant. D'abord, le revirement stratégique qui a été opéré par Lagardère avait été largement proposé, suggéré par Envers Capital il y a plutôt 4 ans. Et là, on voit les alliances qui sont en train de se dessiner entre d'un côté Envers Capital avec Bolloré et d'autre part Bernard Arnault avec Arnaud Lagardère. Tout ça étant finalement des alliances assez objectives d'intérêt, avec la perspective que chacun essaie de tirer au mieux son épingle du jeu. Donc là, c'est un dossier quasiment un cas d'école, parce que vous avez tous les éléments, tous les ingrédients, parce que peut-être une bataille activiste de long cours. Donc ça, c'est pour vous donner à peu près les éléments intéressants. Autre point qui me paraît important et sur lequel j'aimerais peut-être attirer votre attention, c'est l'activisme et la gouvernance, puisque c'est un sujet aussi qui vous occupe, notamment avec Viviane. Très longtemps, la gouvernance était un sujet qui était pris avec un peu de sérieux, notamment et par les actionnaires, notamment dans le cadre des AG et par les dirigeants. Puis il est monté en puissance pour une raison très simple. C'est que la gouvernance, c'est la partie incarnée de l'entreprise. C'est là que se trouve le cœur et l'exercice du pouvoir. Si vous voulez fragiliser une entreprise, vous tapez dans la gouvernance. C'est très efficace et c'est immédiat. Je vais vous donner un exemple, encore une fois, sans aucune prise de parti. Et tous les dossiers que je cite n'ont pas de vocation à des dossiers sur lesquels je travaille, donc je parle de façon très agnostique. Si vous prenez le conflit qui oppose Siam et Scott, lorsque les dirigeants de Siam ont décidé de remettre en question le mandat de Denis Kessler, c'est évident que le système a vacillé. Parce que c'est toucher l'entreprise à son cœur, c'est remettre en question la légitimité de son patron, qui est un patron emblématique, etc., qui était à l'origine de ce magnifique groupe. Donc, je vous donne cet exemple pour bien vous faire prendre la mesure d'une réalité très importante, c'est qu'on commence à s'intéresser de très près à la gouvernance, pas parce qu'on a considéré finalement du jour au lendemain que la gouvernance était quelque chose de formidable, mais parce qu'il y a une prise de conscience que finalement la gouvernance c'est un maillon à la fois très solide et très fragile de l'entreprise. Et moi aujourd'hui, l'une de mes activités consiste à accompagner, et c'est très récent, donc c'est intéressant parce que les choses évoluent. Je suis sollicitée de plus en plus par des patrons de sociétés cotées qui, eux, ont des structures de gouvernance pas nécessairement toujours optimales, qui viennent me dire, écoutez Caroline, on a besoin de vous sur 2 sujets. Premièrement,
valider la gouvernance, dites-nous ce qui va, ce qui ne va pas, comment peut-on l'améliorer, et deuxièmement, identifier les vulnérabilités en cas d'attaque activiste et comment peut-on y répondre. Et ça, c'est quelque chose de très récent. Ce sont des dossiers qui n'auraient pas eu il y a quelques années, où j'étais plus cherchée sur la réécriture de la gouvernance ou sur des conflits majoritaires, minoritaires plus classiques. Et là, on voit bien que le facteur risque que représente l'intrusion activiste est quelque chose maintenant qui est en train d'être aussi pris en compte de façon bien plus élargie. Et la dernière remarque que j'aimerais faire, après peut-être je pense bien que c'est intéressant de laisser les questions avec la salle, c'est que si on doit faire un peu de prospective, comment les choses évoluent, comment les choses vont-elles se dessiner dans les années qui viennent, moi j'ai des convictions très fermes, très arrêtées, et qui jusqu'à ce jour n'ont pas été démenties par les faits. La première, c'est que tout le monde va être activiste. Je m'explique. Vous êtes un actionnaire avec une action, avec l'outil digital, vous pouvez contourner le système et véritablement mettre en difficulté l'entreprise. Ce qui est très récent. Je vais donner un dossier qui, à ce titre-là, et pour moi, a marqué un avant et un après, c'est le dossier sur le cadre. Dans le dossier sur le cadre, qui est un cas d'activisme assez classique, et je dirais un capital social extrêmement éclaté, des dirigeants qui étaient plus ou moins compétents, mais qui étaient assez certains de leur communauté compte tenu de la configuration du capital social. Pas de chance. Il y avait parmi les actionnaires, deux actionnaires individuels, des anciens banquiers d'affaires, comprenant très bien ce qui se passait. Ils ont en quelques jours monté une fronde avec un site internet, et je peux vous dire qu'ils ont réussi à mettre autour d'une table de négociation les dirigeants. Après, il y a eu plusieurs épisodes et des francs activistes qui se sont mêlés, notamment le fonds vert. Mais pourquoi je vous donne cet exemple-là, c'est qu'en fait, il y a quelques années, sans l'outil digital, et comme on n'a pas de terme en français, il était impossible qu'un actionnaire minoritaire et à fortiori un actionnaire individuel puisse faire trembler un système et notamment un émetteur. Ce n'était pas imaginable. On voit bien que l'évolution est très forte. Quelles sont les perspectives? Pour moi, il y a deux facteurs très importants. Pourquoi on est tous activistes potentiellement? Parce qu'on est, et là les patrons français ont beaucoup de mal à prendre la mesure de cette évolution. Et je pense que c'est générationnel. Vraiment, c'est générationnel. C'est qu'on est passé d'un monde de l'hyper-verticalité à un monde de l'horizontalité, en vertu duquel on est dans un monde de la redevabilité. Ça veut dire qu'aucun dirigeant ne peut échapper à cette exigence de rendre les comptes. Et rendre les comptes, ça change considérablement la donne. C'est-à-dire que vous avez beau être un patron, avoir été désigné selon les règles de bonne gouvernance, avoir été porté par un système, vous avez beau sortir des grands corps et d'être effectivement avoir une reconnaissance de place, vous allez devoir à un moment justifier, expliquer, communiquer. Mais ce n'est pas de la pure communication telle qu'on l'a connue il y a quelques années, c'est véritablement un principe d'explication de redevabilité. Voilà ce que j'ai fait, pourquoi je le fais, et voilà ce qui fonctionne et voilà ce qui ne fonctionne pas. Et c'est je dirais, c'est une posture intellectuelle qui est très difficile, notamment pour ces dirigeants, quelque part, qui sont old school et qui n'ont pas pris la mesure de cette demande et qui viennent des jeunes. Les jeunes ont une demande très forte, ils sont plus mercenaires, ils ont une demande de sens. Et s'il n'y a pas un rendez-vous, si le rendez-vous est manqué, ce principe de redevabilité peut se révéler redoutable parce qu'il va précisément nourrir les sujets activistes. Ça, c'est la première évolution que je vois qui me paraît majeure. La deuxième évolution qui me paraît tout à fait essentielle, c'est qu'il va y avoir effectivement de plus en plus, comme je l'ai dit, l'institutionnalisation des fonds activistes et de la cause activiste fait qu'au fur et à mesure, elle va être absorbée par le système et elle va faire partie d'un modus operandi des rapports entre actionnaires dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il participe, cette vague, cette demande de dialogue actionnarial. De vous avouer, il ne faut pas avoir trop d'attentes aujourd'hui parce qu'elle reste encore très cosmétique. Hein, si on voit ce qu'a donné la saison des AG 2020 à huis clos, il y a de gros sujets. Moi, de ma fenêtre, ce ne sont pas des assemblées générales, parce que le fait de les avoir tenues à huis clos a généré une conséquence majeure qui n'a pas été énoncée, c'est que le huis clos a de facto gelé des droits fondamentaux des actionnaires, notamment celui de demander des questions en instant séance, et par ailleurs de demander la révocation de dirigeants de façon ad nutum. Comme vous savez, c'est un des facteurs majeurs de remise en cause par les actionnaires des dirigeants,
en vertu du contrat de mandat qui est passé entre les actionnaires qui sont les mandants et les dirigeants. Donc pour moi, l'Assemblée générale est beaucoup pose problème. Ce n'est pas pour moi une véritable Assemblée générale. Et le vrai sujet aujourd'hui de place, c'est qu'il faut surtout éviter que ça ne se reproduise, parce que les émetteurs, évidemment, ils vont à l'intérêt bien compris, ça coûte bien moins cher, et ça court à toute forme de contestation, notamment pendant la journée, qui reste malgré tout, même si parfois elle est formelle, ça reste malgré tout un moment de rencontre, ça reste une caisse de résonance, et précisément avec les réseaux sociaux, on peut faire beaucoup bouger les lignes en Assemblée générale. Il suffit de suivre le dossier Lagardère, mais là aussi, l'Assemblée générale à huis clos a quand même donné lieu à beaucoup de contestations, et avec des épisodes à venir que vous allez découvrir avec, je dirais, avec grand intérêt, parce que c'est véritablement le Dallas de la place de Paris de ces derniers mois. Donc voilà à peu près mes convictions sur l'activisme, et je dirais, et je terminerai par là, après je prends vos questions à répondre avec grand intérêt, la cause minoritaire pour moi m'a toujours beaucoup intéressée. D'abord parce que j'ai une conviction profonde, c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a tort, c'est le point de départ. Et la deuxième raison, c'est que la qualité d'une gouvernance s'apprécie à la manière dont elle traite et absorbe le minoritaire. Et donc lorsqu'un activiste va challenger une gouvernance en qualité minoritaire, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le sujet, mais c'est qu'il y a des dysfonctionnements. Et je dis souvent, moi, les patrons que je conseille, vous savez, le jour où vous avez un activiste qui connaît mieux l'entreprise, parce qu'il a passé 2 années à rencontrer tous les entreprises pairs, les fournisseurs, les clients, l'écosystème, et qu'à un certain moment, vous avez un activiste qui connaît mieux l'entreprise que le board, parce que c'est de ça dont il est question, c'est là que le problème commence. Et du coup, on arrive de façon très intéressante, mais vous allez voir, pas du tout artificielle, sur et la composition des boards et leur efficacité. Et je pense que la meilleure défense vis-à-vis d'une intrusion activiste non désirée, c'est d'avoir un board très solide, et un board qui traite le sujet avec intelligence. Je vais vous donner un exemple d'une entreprise où il y a un activiste à bord qui n'est pas le moindre, qui est TCI, et personne ne le sait, et ça se passe merveilleusement bien, et la relation est au beau fixe tous les jours depuis des années. C'est Jacqueline, c'est ex-Eurotunnel, voilà. Personne ne le sait. Je crois que TCI doit avoir entre 5 et 10%, les relations sont très bonnes, et ça se passe très bien parce que Jacqueline a géré le lien avec beaucoup d'intelligence. Ils ont absorbé dans le sens où ils ont dit très bien, nous on est là pour collaborer. Si vous êtes force de proposition pour que l'entreprise soit mieux gérée, pour que la performance soit meilleure et que tous les actionnaires en profitent, pourquoi pas? C'était exactement pareil avec Pernod Ricard, c'était remarquablement géré. Alexandre Bompard, d'une certaine façon, a utilisé entre guillemets cette montée en puissance des activistes pour améliorer sa gouvernance en disant moi je suis obligé, j'ai un activiste dans mon cadre social, je ne peux pas ne pas. C'était très fin. Donc comme quoi on peut faire des choses avec beaucoup d'intelligence, et comme je dis souvent aux dirigeants que je conseille, la meilleure manière de lutter contre un activiste, c'est commencer par lui ouvrir la porte. Et après on voit, après on discute. Et si on voit effectivement qu'il est mal intentionné, là on passe à un autre vote. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié, non pas son expertise, parce que sinon qu'elle a décidé qu'elle était pas faite, mais quand même ses connaissances et son engagement. Voilà, on se parle souvent, mais on ne se voit pas tant que ça, et encore moins en temps Covid. Et je suis assez ravie de voir que mes travaux académiques rejoignent sa vision de praticienne, parce que c'est important de ne pas être totalement perché quand on essaye d'influencer, puisque le but du jeu c'est d'influencer. Juste 2 choses, parce que voilà, j'ai réagi à ça. On parlait tout à l'heure de la dimension communautaire. Sachez que l'Institut Montaigne vient de sortir une proposition pour l'Europe, avec 17 propositions très intéressantes. Je l'ai posté sur mon blog, mais je vous l'enverrai. Il y a notamment, ça on a un peu parlé, le projet de révision de directive reporting RSE, parce qu'on parle de accountability, ça veut dire reporting, quel est l'exercice qu'on demande aux entreprises à échelle européenne et pas seulement en France, comment on peut l'améliorer. Et il y a, alors on n'en est pas encore au stade de projet, mais voilà, une idée sur l'abaissement des seuils qui permettrait à des actionnaires de proposer des résolutions externes et pas seulement d'utiliser
posait la question, puisqu'on a considéré qu'en France, on est quand même un des pays, et là je parle de droit des sociétés, les plus protectionnistes de ce côté-là, puisque les seuils sont quand même relativement élevés par rapport aux États-Unis ou d'autres pays européens. Donc ça, c'est des leviers aussi qu'il faut, légaux, qui sera sans doute intéressant d'observer. On va voir si les choses bougent de ce côté-là. Voilà. Sabine, on fera un espace question tout de suite, bien sûr, mais Sabine, je voulais te demander de réagir sur l'activisme sociétal avec ta posture. Est-ce que vous, en tant qu'agence de notation, même indirectement en participant à des travaux, à des think tanks, à faire du lobbying vertueux, vous assumez une posture engagée comme pourrait l'être Proxinvest par rapport à d'autres agences de conseil en vote, par exemple. Est-ce que tu parles régulièrement avec eux? Est-ce que tu as le droit aussi de ne pas dire les choses quand c'est confidentiel, bien entendu. Mais je voulais à la fois que tu témoignes sur cette montée du sociétal, au sens générique, sociétal écologique, et puis peut-être le rôle de Vigéo Iris. Et comment tu vois les choses maintenant avec cette fusion, cette absorption de fusion, de donner peut-être davantage de moyens, ils ont peut-être des process plus sophistiqués que ce qu'on a nous encore. Voilà, donc on va faire la même chose pour que ça soit plus facile. On voulait faire conversation, mais on fait autre chose. Hello. Merci beaucoup. D'abord, je suis très heureuse de vous entendre parce que c'est vrai que quand j'étais la présidente de l'AGE, ça remonte. Quand j'étais présidente de l'AGE, j'avais effectivement rencontré Colette, puisqu'elle était à ce moment-là en pleine, j'allais dire, activisme, et on parlait beaucoup d'elle. Et c'est vrai que j'avais été à la fois très impressionnée par sa connaissance du droit, son approche extrêmement fine de l'intérêt sociétal, et puis quelque part, c'est précisément ce que vous avez indiqué, un minoritaire n'est pas simplement un emmerdeur, c'est aussi quelqu'un qui, quelque part, contribue à la performance de l'organisation. La seule chose, et si vous vous souvenez du dessin que j'ai fait tout à l'heure, je pourrais vous le montrer, encore faut-il que la gouvernance sache entendre, sache voir et sache effectivement parler avec ces drôles de minoritaires qui embêtent et tracassent, parce que ce serait tellement mieux si on pouvait faire les choses entre nous, ça irait plus vite, ce serait plus efficace, et puis comme on est entre amis, guess what, ça va très bien se passer. Donc, Vigéo Iris, je vais peut-être commencer par ça. Donc, c'est une agence de notation extra-financière fondée par Nicole Notat en 2002, qui depuis le 12 avril 2019 est devenue d'abord à hauteur de 69% et aujourd'hui quasiment à 100% détenue par le groupe Moody's, qui est un groupe séculaire qui effectivement a pour métier principal la notation financière des entreprises notées, mais également bien d'autres services qui sont fournis sur un risque principal qui est celui de la solvabilité. Je vous ai dit rapidement tout à l'heure que le risque de solvabilité, je fais très simple, c'est l'évaluation de la capacité d'un emprunteur ou d'un débiteur de rembourser ses dettes, dans un échéancier qui soit entre guillemets le plus court possible. Et en tout cas dans le respect des conditions d'engagement qui ont été prises auprès de banquiers, mais ça peut être aussi auprès d'actionnaires. La notation extra-financière, et en particulier telle qu'elle a été portée et développée par Nicole, d'abord elle est partie aussi un petit peu de cette logique d'un activisme sur le terrain des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Je n'ai pas tout à l'heure, je ne suis pas rentrée dans la définition de qu'est-ce que c'est que ces risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Là encore, je ne vais pas être extensive et éventuellement je vous enverrai 2-3 liens vers la documentation de fond. Mais pour toutes celles d'entre vous qui ne le savaient pas, les risques environnementaux, d'abord, on les connaît mieux parce qu'il y a un historique plus ancien de leur appréhension. On parle beaucoup aujourd'hui des risques climatiques, on parle beaucoup de l'empreinte carbone, on parle beaucoup de la pollution des océans, qui sont des conséquences effectivement de la non-gestion ou de l'absence de gestion des impacts sur notre environnement, au sens global du terme, de l'activité des êtres humains, qu'elle soit à travers une activité industrielle ou une activité de service.
La deuxième chose, c'est que sur la partie sociale, c'est pas juste le sujet des relations RH ou l'existence d'un dialogue social qui est en cause, on parle beaucoup plus largement, par exemple, de la façon dont un groupe, une entreprise est insérée au sein des communautés au sein desquelles elle travaille et au sein desquelles elle se développe. Et on va aussi bien sur sa chaîne de valeur, ses fournisseurs, ses différents partenaires, ses sous-traitants, que, y compris monsieur et madame tout le monde qui habitent autour de l'usine, du site, du siège où s'exerce l'activité de cette entreprise. Et donc on va regarder, on va mesurer au travers d'un questionnement très fin comment est-ce que sur ces différents risques sociaux et sociétaux ce groupe se comporte. Et la dernière chose, c'est sur la partie donc, gouvernance, où on va regarder évidemment la façon dont la gouvernance est respectée en fonction du type juridique qui est choisi, la façon dont sont organisées les fonctions d'audit, les fonctions de contrôle, la façon dont est mesurée les engagements de cette gouvernance, la façon dont elle gère aussi les controverses. Et le deuxième point sur lequel je voudrais m'arrêter quelques instants, c'est que nous ne sommes pas une société ou une agence activiste en tant que telle, mais pourtant, de façon très régulière, nous publions ce qu'on appelle des controverses. Ces controverses, c'est la matérialisation justement d'une alerte qui est lancée par différentes parties prenantes, qu'elles soient internes à un émetteur ou externe, et qui vient dire voilà, il y a un problème, par exemple, sur la gouvernance d'une entreprise. Et donc, à partir du moment où l'information est vérifiée par nos experts, qui sont à la fois des experts et en matière de gouvernance aussi par un secteur d'activité, on va effectivement alerter nos clients qui sont principalement des investisseurs en disant attention, il y a telle controverse qui peut être négative ou positive, c'est aussi une controverse positive, au travers de laquelle voilà, il y a un risque d'impact sur la notation ESG de cet acteur, et donc on vous en informe puisque vous, en tant qu'investisseur, c'est le service que vous nous achetez. Et donc, comme tout à l'heure vous parliez de cette information qui peut être utilisée par les minoritaires pour pouvoir alimenter une stratégie juridique, je pense que notre contribution, très simplement, elle est simplement d'aller regarder les controverses en public. D'abord parce que c'est notre métier, nous sommes quelque part des lanceurs d'alerte institutionnalisés, comme des agences de notation, qui font de la controverse. D'ailleurs, je voudrais souligner, et je pourrais également l'envoyer, nous avons fait un travail depuis le 30 janvier jusqu'au mois de juillet, où nous avons analysé plus de 7700 entreprises cotées dans le monde entier, au travers du prisme des controverses qui ont été remontées dans différents secteurs d'activité, avec malheureusement certains secteurs qui sont un peu plus controversés que d'autres. Je ne les discloserai pas ici parce que certains représentants de ce secteur sont dans la salle, vous lirez la note. Et puis on a également relevé des controverses qui portent sur des éléments qui distinguent, là encore, à l'intérieur des piliers environnementaux, sociaux et gouvernance, des sujets sur lesquels, notamment, la gouvernance est mise en cause. Ce qu'on contribue également à faire, et après je vais arriver à la police, mais pour revenir à Vigeo, c'est qu'on réalise ce qu'on appelle des benchmarks. Nous donc, notons aujourd'hui plus de 5000 entreprises tous les ans qui sont évaluées. Il fallait avoir un questionnaire qui est envoyé, donc ça c'est la pratique de l'agence Vigeo, qui envoie, ce qui n'est pas le cas de toutes les agences ESG, mais nous ne pré-remplissons pas les questionnaires à la place de nos clients, on les envoie à nos clients qui, donc, eux, les remplissent de leur côté. Et puis de l'autre côté, nous avons nos analystes qui, par domaine d'expertise et par secteur d'activité, analysent effectivement par rapport à ces questionnaires et au vu de toute la documentation qui est rendue publique dans le cadre des reportings qui sont ou réglementés ou volontaires et qui nous permettent d'évaluer leur niveau de compliance avec les risques environnementaux, sociaux et gouvernance. Et nous réalisons au niveau de chacun des secteurs, nous avons près d'une cinquantaine qui sont évalués au travers des entreprises cotées. Nous réalisons des rapports sectoriels qui permettent de faire des benchmarks. Au travers, là encore, de ces benchmarks sectoriels, c'est ce que j'ai indiqué aussi tout à l'heure à quelques-unes d'entre vous, ou bien on a un contenu de fond qui permet de comprendre l'état de la compétition, notamment sur les grands enjeux de la performance extra-financière, qui est une performance de moyen long terme, qui est là encore celle de l'évaluation et de la gestion de ces risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais aussi potentiellement d'alimenter certaines discussions, notamment à l'occasion de l'Assemblée générale. Je rejoins d'ailleurs tout à l'heure le
tout à fait le constat que je faisais tout à l'heure sur le fait que les assemblées générales de cette année 2020 sont très particulières parce qu'ils ont effectivement privé, j'allais dire, la démocratie actionnariale d'un outil d'expression clé. La dernière chose en termes de, je ne sais pas si l'activisme, mais en tout cas on y contribue, et je ne sais pas si c'est du lobby ou si c'est en tout cas on appelle ça de l'engagement, on travaille aussi bien dans le cadre de groupes, par exemple on fait partie de Finance for Tomorrow, à la fois au niveau du board et dans les groupes de travail, on est régulièrement auditionné au niveau du Parlement, par l'AMF et par différentes organisations, qu'elles soient françaises, européennes et dans d'autres pays. On contribue également aux réflexions, que ce soit sur la TCFD, sur SASB, je rentre un petit peu dans des détails techniques, mais pour pouvoir, sur des thématiques particulières, bien entendu sur toutes les consultations européennes, et notamment sur le reporting extra-financier, pour apporter notre contribution. Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est une contribution qui est à la fois le fruit de notre propre expérience, et là encore, on a un historique de près de 20 ans aujourd'hui, donc on a des choses à dire, et en plus l'agence a toujours été très engagée dans justement cette contribution à la création de la règle, à la mise en place d'un standard, parce qu'on sait également qu'un jour ou l'autre, les activités des agences extra-financières sont régulées, donc on travaille aussi pour pouvoir mettre en place des éléments qui permettent d'assurer sur le marché la transparence, la sécurité et également, j'allais dire, l'appréhension des données qui sont émises par, là encore, que ce soit des investisseurs ou des émetteurs avec le plus fort niveau de sécurité possible. Et il n'empêche qu'on est aussi attentif à ce qu'on dit. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le cadre de ces contributions, eh bien, qui sont publiques, c'est normal, ce qu'on dit, et encore plus aujourd'hui parce qu'on s'appelle Moody's et pas simplement Vigilaris, ça a un impact. Et je vais vous prendre un exemple très simple parce que c'est important, et ça fait partie d'ailleurs des risques. Je serais intéressée de voir quelle est la position de mon ami de pupitre à ce sujet-là, mais aujourd'hui, on a une émergence de risque géopolitique qui est absolument considérable. Je serais très intéressée d'avoir votre retour concernant les anglages d'attaque du côté des activistes. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, vous avez au niveau des Nations Unies, et pourtant c'était à la fois une démarche très vertueuse à laquelle nous sommes associés, Nicole Notaille ayant travaillé avec Kofi Annan à cette époque-là, pour lancer les fameux ODD, les objectifs de développement durable, on parle de SDG, il n'empêche qu'aujourd'hui, vous avez un risque d'instrumentalisation des grands corps internationaux, notamment à des fins de politique américaine et de clivage entre d'un côté les États-Unis, la Chine, ou les États-Unis et le reste du monde, de quelque chose qui, à la base, était à la fois le mieux vertueux possible et pour accompagner la transformation des organisations et de l'économie vers un mieux-être, j'allais dire, plus économique, enfin plus environnementalo, socialo et gouvernementaux, durables, voilà, avec, là encore, et c'est pour ça que je pense qu'il faut ne pas être naïf. Et je conclurai en disant que c'est pour ça que nous sommes aussi favorables à la mise en place de standards, c'est que moins on aura, enfin plus on aura des plateformes ou des continents qui poseront des blocs de régulation, plus on a un risque également d'impacter la performance des entreprises intégrant la voix des minoritaires et intégrant la voix des activistes, parce que tout simplement, sous couvert de vertu en matière de bonne gestion des risques et de développement de la performance des organisations, on va en fait poser des principes de eh bien, tu es dans mon camp, tu appliques ces règles, tu n'es pas dans mon camp, tu n'appliques pas ces règles. Et je vous rappellerai, et c'est pour ça que je vais finir là-dessus, parce que c'est pour moi très significatif. Je sais que la place de Paris a beaucoup critiqué le rachat de Vigilaris par Moody's. Je peux vous attester que Moody's, lorsqu'il s'agit de prendre une position pour éviter d'être instrumentalisé sur le terrain politique et notamment par les Nations Unies, ça devrait quand même en reparler parce que c'est un peu en lien avec leur propre nationalité, eh bien bloque en disant que ce n'est pas quelque chose dans lequel on veut entrer. Voilà, donc je termine sur cette note un peu militante de mon côté. Voilà, et puis on va ouvrir à la discussion, au débat. Je vous remercie. Je vais être très vilaine parce que je vais faire l'agent coordonnateur et on a peu de temps. Donc en fait, on essaie
de ne pas toucher dans le micro, de ne pas le formuler. Je vais lever et je vais proposer une question pour Caroline, une question pour Sabine, et ensuite on passera à l'acte 2 et vous pourrez discuter avec elle après, puisqu'on va essayer de tenir le timing. Donc voilà, je bouge. Merci pour cette intervention. En fait, j'avais par rapport au conflit entre les minoritaires et les majoritaires qui viennent vous demander des conseils pour les aider à les régler. Et est-ce que du coup, l'intégration de ces mouvements minoritaires, activistes, dans les normes, est-ce que c'est une réponse qui existe ou Donc la question, je la reformule pour être certaine d'avoir bien compris. Est-ce que le fait d'intégrer un activiste dans le board est une pratique courante? est-ce que c'est un des moyens de... Alors, d'abord, je vais vous faire une réponse en 2 temps. C'est assez contre-intuitif comme recommandation. Vous allez voir un dirigeant qui est un activiste qui, en plus, les choses ne se passent rarement comme la presse le présente. Un activiste qui va challenger une entreprise, il ne va pas du tout passer tout de suite dans la phase de communication et d'armes lourdes. Il va en général prendre son téléphone, il va le rencontrer, et puis il va essayer de discuter avec lui. Donc, il y a déjà des phases liminaires qui sont extrêmement importantes. C'est à ce moment-là qu'il faut être très intelligent. Vous êtes intelligent. Je te vous dire non, je ne veux pas aller voir. Peut-être commencer à échanger, à discuter, et puis comprendre ce que veut l'activiste, quelle est son position aujourd'hui, quelle est son pensée. Et là aussi, être dans une forme de naïveté constructive. Il est toujours temps de fermer la porte. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, dans le prolongement de cela, l'écosystème dirigeant, patron de fonds activistes se connaît très très bien. Ce ne sont pas 2 univers qui se regardent en chaîne de faïence, ils se côtoient, ils échangent, et ça fait partie de la richesse de la discussion. Et pour certains, ils ne se supportent pas parce que c'est très incarné, parce qu'il y a des conflits, etc. Ça, c'est la première remarque. Là, pour répondre à votre question, c'est rare. C'est rare que l'activiste rejoigne le board, pour 2 raisons. D'abord, parce que la plupart des activistes ne le souhaitent pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je faisais cette recommandation au patron. C'est que lorsque vous vous retrouvez dans un conseil d'administration, de facto, c'est la meilleure façon pour le dirigeant de vous tenir. Vous ne pouvez plus acheter comme vous vendez comme vous voulez, vous êtes tenu par le règles d'achat et de vente, vous êtes obligé de passer par un mandat pour pouvoir acheter et vendre les titres. Premièrement, vous êtes soumis à un principe de confidentialité qui est très strict. Donc finalement, votre marge de manœuvre de l'extérieur en tant qu'activiste se réduit brutalement. Néanmoins, vous pouvez dire, oui, mais moi j'ai un bénéfice en tant qu'activiste à être à l'intérieur, parce qu'en tant que board member, j'ai plus de facilité pour faire bouger les lignes. Deuxième raison. Et pourquoi aussi c'est pas si fréquent, c'est que si l'activiste ne le souhaite pas, le dirigeant lui-même peut ne pas le souhaiter en considérant que quelque part il fait rentrer le nous dans la bergerie. Donc ce sont des cas assez isolés. Néanmoins, il y a des fonds activistes qui revendiquent la demande dans leur campagne, dans leur approche d'un éditeur. Ça fait partie de leur demande. Tout cela, c'est Jean Vidal, donc qui est un fonds activiste d'origine suédoise, qui est réputé pour être assez musclé et qui systématiquement demande une place au bord. Et par exemple, c'est Jean Vidal qui est au bord de Excel. Et Sévian a un modus operandi qui est assez transparent. Il a à peu près 10 lignes, ce qu'il veut, et il passe quasiment entre 1 et 2 années à rentrer dans un état. Donc, il est extrêmement minutieux dans sa connaissance, dans son approche de l'éditeur, et le jour où il considère qu'il doit y aller, là, il va de façon assez active, jusqu'à demander un siège au conseil d'administration. En Capital, par exemple, ce n'est pas nécessaire que Joseph demande systématiquement un siège, mais il est arrivé devant le siège, et dans la campagne menée contre la Gardère, l'Assemblée générale du 5 mai dernier, ça faisait partie d'une demande faite par le fonds d'activiste en Capital de demander la nomination d'administrateur. Et d'ailleurs, de façon très intéressante, cette campagne est d'autant plus significative en termes d'évolution des comportements, c'est que la campagne qui a été menée par Joseph Dorian vis-à-vis de l'AG de 5 mai dernier, c'est très américain, c'est-à-dire une vraie campagne. Il y avait un site internet, il y avait des prises de parole, il y avait une liste d'administrateurs conseil de surveillance qui étaient proposés. On était vraiment dans une communication plus à l'américaine, et ça c'est assez récent en France. Jusque-là,
c'est plus intimiste, plus confidentiel, ça se passe dans des huis clos qui sont très fermés. Là, les choses sont et encore une fois, je pense que ma remarque qui consistait à attirer votre attention sur l'institutionnalisation me paraît très importante. Et d'ailleurs, je veux dire, moi, c'est ça. Dans le exemple que je travaille pour les soins activistes, je travaille pour des dirigeants sur les soins activistes, je suis moi-même à l'AMF, je suis moi-même administrateur. Et j'ai aucune difficulté, les gens savent très bien ce que je fais. Et quand on vient me chercher comme administrateur, on vient me chercher parce que précisément, j'ai une bonne compréhension de ce qui se passe et que quand il peut y avoir potentiellement un conflit majoritaire-minoritaire, c'est toujours plus intelligent d'avoir quelqu'un à son bord, je peux le désavancer en amont plutôt que ça prenne des proportions énormes. Je crois que le système est en train de devenir bien plus agnostique qu'il ne l'était. Merci Caroline. Juste en passant pour Sabine et Caroline, donc, on a fait les travaux du groupe d'autant plus importants qu'elles étaient beaucoup à distance. Il s'agissait de créer une dynamique et de faire s'approprier davantage ces problématiques. Il y a un groupe qui a travaillé sur. Alors, on les a appelés au départ les entreprises voyous, puis après on s'est dit que c'était quand même un peu fort. Donc on a dit les entreprises dont la gouvernance est questionnable. Donc il y a Bolloré. Et bien sûr, on a travaillé sur ce qui a pu se passer cette année, mais également avant, parce qu'on l'a préparé bien évidemment. Et surtout, on a essayé de faire un peu de prospective sur ce qui pourrait se passer l'an prochain, parce qu'il y en a un qui a sauvé sa tête une fois, mais c'est pas dit que. Là, c'est très passionnant. Tu penses à la garde? Oui. Non, mais il n'a pas sauvé sa tête. De toute façon, la garde. Voilà. Donc, c'était un peu ce qu'on s'est dit qu'il avait travaillé sa dernière. Non, là, le dossier est intéressant parce qu'elle a communiqué par action. Et on a tout à fait dévoilé un petit peu plus les données. Il y a beaucoup d'intelligence économique dans ce dossier-là aussi. Donc, on a dans la science, c'est pas le nom des bisounours, mais c'est pour ça que c'est passionnant. En fait, le seul atout qui reste pour la Lagardère, majeur, c'est la destruction de la transformation de la commande en société. Voilà. Et c'est ça qui est en train, entre guillemets, de monnayer, parce qu'il va y avoir un accord, vraisemblablement, et quand je dis ça, je le vois bien, et si ça va se terminer comme ça, on a une petite idée pour les personnes qui sont sur le dossier de ce que représente le coût de la transformation, et c'est la dernière cartouche. Sauf qu'à ce stade, pour beaucoup d'acteurs, il y a un intérêt bien pensé à ce que la commandite reste commandite, parce qu'elle reste malgré tout un poids qu'on ne peut pas prendre. Donc, le moment où la commandite va être transformée en société anonyme sera encore déjà un indicateur très intéressant sur l'évolution des alliances. Merci à tous les deux. Juste une petite question sur ce que vous avez dit, Sabine, sur la nécessité de standards, de labels, et vous avez aussi dit ce que j'ai trouvé intéressant, en tout cas ce que j'ai compris de récupération du travail qui a été fait à l'ONU. Du coup, quelle est la bonne instance et est-ce qu'on peut avoir un standard vraiment mondial? Pas du tout un standard mondial, d'abord parce qu'on a des systèmes de droit différents, donc c'est juste pas possible. Je réponds d'autant plus à ça que c'est ça qui est très malin quand Nicole Cova a construit l'agence GIERIS, c'est qu'elle a, d'abord parce que c'est GIERIS en 2015, c'est que la méthodologie est structurée à partir des conventions internationales. Notamment parce que c'est, comme on dit en anglais, consolidative, ça s'impose aux États signataires et donc aux personnes morales qui relèvent du droit applicable du fait de l'État signataire. Donc, très sincèrement, je ne crois pas du tout à un seul standard. Je pense qu'il va y avoir des standards par continent. Voilà. Je pense qu'il y a aussi une bagarre qui est liée à un certain nombre de sujets qui sont assez complexes et techniques quand on parle par exemple de transformation énergétique, parce que c'est lié à des niveaux de mesure de ce qui est considéré comme acceptable ou pas par région, voire par État en matière de pollution, en matière d'empreinte carbone, en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et c'est là où la politique va se mêler. C'est-à-dire qu'au-delà des juristes, et nous, ce à quoi on contribue, c'est vraiment un travail de c'est-à-dire que quand tu parlais tout à l'heure de soft law, il y a et la soft law, il y a aussi des travaux qui peuvent être travaux ou par le canal du Parlement, si je parle de la France, ou par le travail communautaire de la Commission européenne, voire sur la soft law, je parlais tout à l'heure, TCFD, CSD, etc.
on y contribue. Voilà, donc la voix française / européenne de Bioris, elle existe à l'intérieur même de ces plateformes qui sont pourtant régies par des droits différents des nôtres. Ça encore, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est d'être aussi, c'est quelque chose auquel on est en train de penser, très présent sur un certain nombre de thématiques. Alors bien sûr la thématique climatique, parce qu'elle est demandée par nos clients et que par ailleurs on a, et ça c'est très important, un historique en matière de data et j'allais dire encore de produits qui fait que, parce que vous savez que sur certains sujets thématiques, c'est vraiment important, c'est la moindre volatilité, ou en tout cas une méthodologie ou des data qui reposent sur un certain nombre d'années et pas simplement sur quelque chose qui a juste 3 points de moins d'existence. Voilà. On travaille plus particulièrement sur ces thèmes-là et dans le cadre, parce que ça demande beaucoup de moyens et beaucoup de, j'allais dire également d'expertise, on travaille et avec des universitaires répartis dans le monde entier, on travaille en advisory board, et avec certains types, j'allais dire, de métiers pour pouvoir, de la façon la plus possible, être capable de pousser des standards métiers voilà, par secteur d'activité. Donc je peux difficilement rentrer davantage dans le détail, si M. Benjamin là-dessus, mais parce que c'est un peu quand même couvert par la confidentialité, le temps qu'on fasse le travail de question. Mais c'est pour vous dire que c'est un travail de fond. Il y a beaucoup d'expertise, il y a beaucoup, j'allais dire, de cosmopolitisme dans ces travaux, et c'est très important. Parce que quand vous discutez avec des établissements ou des managers de sovereign, je pense on les appelle les nordiques, sud-ouest qui est là, voilà, qui est dans la salle, ils attendent de notre part une digestion complète, non seulement des conventions internationales, mais également de leur pratique et la façon dont leur système d'évaluation des risques est intégré dans notre propre méthodologie. Donc, vous voyez, ça veut dire que, pour le coup, on doit avoir une approche vraiment locale. Et clairement, l'association avec l'Église nous permet, au-delà du travail de considérant qui a été fait par nous et les équipes, de complètement éclater cet effet, parce qu'on est déjà présent du Chili à Hong Kong, du Maroc, en Allemagne, mais avec, j'allais dire, la présence de Moody's, les moyens et puis l'intelligence. C'est vraiment une capacité, des équipes d'experts absolument phénoménales. On va aller beaucoup plus finement sur un certain nombre de thématiques ou en stand-alone, de façon complètement autonome et en bénéficiant de cette association d'intelligence. Donc il y a des gens qui vont venir travailler chez nous. Voilà. Comme nous, on est déjà en train, par exemple, de vendre de la data pour qu'elle soit intégrée dans les credit rating de Moody's sur certaines thématiques, dont la gouvernance. Voilà. Merci beaucoup.